Bienvenue dans la causerie de ce matin. Nous allons opiner sur un sujet législative 2019. Quelles conditions pour un scrutin apaisé? Et pour en parler, nous avons sur ce plateau Joseph Gbogbo, directeur de publication du quotidien Le Devoir. Bonjour Joseph. Bonjour Lali, bonjour Jésus-Christ et bonjour à tous les téléspectateurs de télé. À vos côtés, nous avons Léa Glago, rédactrice en chef de la radio, de Radio Tokba. Merci d'être venue. Bonjour chers confrères, merci pour l'invitation et bonjour aux téléspectateurs. Et il est avec nous depuis ce matin, le acteur politique Dominique Niawé. Il va également opiner sur ce sujet-là. Dominique, merci d'être toujours là. C'est moi qui vous remercie. Voilà. Joseph Gbogbo, quel regard portez-vous sur la situation sociopolitique actuelle du pays? Je crois que ce ne serait pas trop dit que de dire que la situation politique, je ne vais pas parler de situation sociopolitique, oui. Même si pour caricaturer la situation globale, on allait parler de situation politique, sociopolitique. La situation politique actuelle est un peu dégradée du fait que la classe politique nationale n'arrive pas à s'entendre sur l'essentiel de ce qui pourrait constituer les préparatifs et les enjeux des élections législatives du 28 avril prochain. Et cet état des choses est dû au fait que l'opposition politique dans notre pays a certaines préoccupations, certaines exigences qui peut-être viennent en marge des lois qui ont été adoptées et promulguées, mais qui sont, de mon point de vue, un peu pertinentes. Un peu pertinentes en ce sens que si elles étaient prises en compte, ces préoccupations allaient donner lieu à une élection inclusive. Ce que souhaiterait même le président de la République qui l'a martelé à sa rencontre avec quelques représentants de l'opposition politique. Et si on doit s'en tenir au test, il est évident qu'on pourrait décerner un carton rouge à l'opposition qui s'y est peut-être mal pris. Je crois qu'on va revenir sur les conditions qui s'y est peut-être mal pris en passant le temps à s'attaquer peut-être aux tests qui ont été adoptés. Parce que lorsque les tests législatifs sont adoptés, on ne dit pas que c'est la majorité ou que c'est une majorité mécanique qui les a adoptés. On parle plutôt d'Assemblée nationale. Et donc, le point d'achoppement entre l'opposition politique aujourd'hui et la majorité présidentielle, ce sont bien sûr les textes de loi qui ont été adoptés, qui doivent gouverner, régir les élections législatives du 28 avril prochain. Et donc, cela a donné lieu à la dégradation de l'environnement politique dans notre pays. Léa Glago, au regard de tout ceci, est-ce qu'il y a menace sur la tranquillité des élections? La citoyenne que je suis ne voudrait pas qu'il y ait menace sur notre démocratie, qu'il y ait menace sur notre pays. Parce que cela ne nous arrangerait pas qu'il y ait menace. Parce que, en fait, souvent, on choisit les mots sans pouvoir tenir compte véritablement de la charge et de tout le poids que porte un mot. Pour moi, il n'y a pas menace et il ne saurait y avoir menace. Pour moi, je dirais qu'il y a juste des tensions entre acteurs politiques qui n'arrivent pas à se comprendre, ce qui est de bonne guerre, parce que vous savez, quand vous allez à une compétition, chacun veut tirer le drap de son côté, chacun veut avoir raison, et quelquefois au détriment des tests qui existent. Donc pour moi, il y a quelques frictions entre les acteurs politiques, et je pense que notre amour pour ce pays, notre patriotisme va nous amener à toujours trouver une solution pour toujours sortir de cette difficulté-là. Parce que nous grandissons, et parce que nous grandissons, nous devons chaque fois rencontrer des difficultés. Et parce que nous rencontrons ces difficultés, nous devons pouvoir grandir, pouvoir prendre de la hauteur, traverser ces difficultés-là, nous en sortir parce que nous n'avons qu'un seul pays. Alors, il y a justement certains sujets qui peut-être nous font poser des questions qui nous amènent à nous interroger nous-mêmes. Dominique Niawé, vous voyez par exemple des actes de violence un peu partout au Bénin. Vous voyez certaines sorties médiatiques qui sonnent presque comme des intimidations, des rappels à l'ordre. Est-ce qu'on peut concevoir tout ceci comme un spectre de violence qui arrive
Bon, vous savez, certes, il y a... vous avez parlé des actes de violence, des troubles à l'ordre public à des endroits, à certains endroits du pays. D'abord, laissez-moi vous dire que ces troubles que les gens organisent là, ceux qui en pâtissent, ce ne sont pas les organisateurs. Il y a Goethe qui disait que la guerre, c'est le massacre des gens qui ne se connaissent pas au profit des gens qui se connaissent mais qui ne se massacrent pas. En 2011, nous avons connu plus pire que ça. Même jusqu'à la veille de l'élection présidentielle de 2011, il y avait des Béninois, plus d'1 million de Béninois qui n'avaient pas leur carte LEPI pour aller voter. Oui. Et pourtant, les élections ont lieu. Donc, quel que soit ce qui va se passer le 28 avril prochain, les Béninois se rendront aux urnes. Mais ce ne sont pas les mêmes partis politiques que 2011 et ce ne sont pas les mêmes acteurs politiques. Forcément, il y a certains qui sont en politique actuellement qui n'y étaient pas en 2011. Bien sûr. Oui. Mais notre peuple devient de plus en plus mature. On ne saurait décider de l'organisation des élections en République du Bénin sans pour autant parler de notre peuple. Certes, il y a une partie de l'opposition politique qui aujourd'hui, avec ce qui se passe, ne sera pas présente au rendez-vous électoral. Mais de l'autre côté, il y a aussi une autre partie de l'opposition qui sera présente au rendez-vous. Certains ne conçoivent pas la question de la même façon. Hein. On trouve qu'il n'y a aucun parti politique de l'opposition. Oui, ça dépend de la position de chacun. Je ne sais pas si vous voyez, tout cet observateur ne peut voir qu'à travers son angle de vision. Ceux qui aujourd'hui s'estiment ou se disent exclus de la compétition politique, qui malheureusement, quand même, ils vont attendre un peu et puis prendre leur mal à patience, comme je l'ai dit tout à l'heure. Dans 4 ans, ils iront aux élections. Encore dans 1 an, il y aura les élections municipales. Donc, manquer à un rendez-vous électoral, ce n'est pas une fin en soi. Joseph Gbagbo, vu les menaces proférées par l'opposition au cours de leur sortie, l'incitation de la population à une quelconque manifestation, est-ce que déjà cela ne présage pas d'un climat, voilà, un climat plus ou moins tendu? Je ne crois pas, parce que, vous savez, les leaders d'opinion n'ont pas vocation à, disons, entretenir un climat délétère, un climat tendu dans notre pays. Les leaders politiques et les leaders d'opinion arrivent toujours à s'entendre sur l'essentiel depuis 1990. Et donc, moi, je suis optimiste quant à l'issue de ces tensions-là. Et je sais que je ne voudrais pas, comme mon vis-à-vis Dominique le souhaite, je ne voudrais pas qu'on nous dise que l'opposition politique n'est pas arrivée à participer aux élections, parce que je sais qu'il y a des tractations qui se mènent et c'est actuellement, il y a une mission de la CEDEAO qui est en train de rencontrer les différents acteurs politiques ainsi que les différentes institutions impliquées dans l'organisation des élections, et donc on attendra la fin de cette mission, la suite à donner à leur mission, ainsi que les propositions et les recommandations à faire aux différents acteurs politiques afin que l'opposition puisse participer aux élections. Quant au sujet, c'est-à-dire que est-ce que véritablement avec les menaces, les intimidations, les propos belliqueux des uns et des autres, est-ce que cela ne pourrait pas présager d'une issue incertaine, non seulement pour la classe politique, mais pour toute la population béninoise? Je vous l'ai dit, je crois que les uns et les autres arriveront à s'entendre autour de l'essentiel. Le consensus va certainement prévaloir afin que les différents acteurs politiques et la majorité et l'opposition arrivent à s'entendre pour que nous puissions aller à des élections libres, transparentes, sincères et pacifiques. Très bien. Lorsque l'opposition dit qu'il n'y aura pas d'élection sans elle,
Comment doit-on prendre cette phrase-là? Et ils ont dit qu'ils prendront par tous les moyens possibles pour pouvoir aller aux élections. Ils ont parlé des moyens légaux. En termes de moyens légaux, oui. Je crois que toutes les cartes sont en train d'être épuisées par elles-mêmes actuellement. Et donc, si toutes les cartes sont épuisées actuellement, je crois que certains de nos confrères appellent déjà les confessions, les autorités morales, les confessions religieuses à se mêler, à s'immiscer dans cette affaire-là. Et vous savez très bien que lorsque les autorités religieuses, les autorités morales se mêlent des affaires politiques dans notre pays, il y a toujours une issue favorable, une issue positive qui se pointe à l'horizon. Et donc, en usant des cartes constitutionnelles légales qui s'offrent à elle, si l'opposition n'arrive pas à obtenir gain de cause, elle est obligée de se tourner vers les autorités religieuses, vers les autorités morales, afin de pouvoir peut-être faire plier le gouvernement. Mais sur la question des lois, sur la question des textes, il est évident que les délais légaux sont épuisés et donc il n'y a plus rien à faire de ce côté-là. Et donc, comme toutes les cartes ne sont pas encore exploitées et épuisées, il y a encore que les autorités morales et religieuses ont leur mot à dire, peut-être dans le déroulement, dans les préparatifs de ce scrutin du 28 avril prochain. Léa Glago, est-ce que ce fait garantit un scrutin apaisé, notamment l'exclusion de certains partis politiques de la Corse? Chère consoeur, j'aimerais déjà dire qu'on ne peut pas dire que l'opposition pour moi est exclue. Je vous ai dit tout à l'heure qu'il faudrait qu'on revoie des mots. Ce n'est pas parce que certains utilisent certains mots que nous devons les utiliser également. Vous parlerez de quoi? Non, je pense que on va à une compétition. C'est une compétition. C'est aussi une fête pour les populations. À un moment donné, on n'a pas su prendre les bonnes décisions au bon moment. Et aujourd'hui, on se rend compte qu'on n'a pas pu déposer des dossiers pour cette compétition-là. Et donc, pour moi, il n'y a pas encore exclusion tant que la Sénat n'a pas fini d'étudier les dossiers qui ont été déposés et n'a pas dit son dernier mot. C'est vrai que souvent au Bénin, on a l'habitude d'être prévoyant. On a l'habitude de tirer très tôt la sonnette d'alarme pour éviter qu'on ne soit dans l'impasse, qu'on ne soit dans des situations qui nous amèneraient à des crises. Et c'est pour cela que je pense que vous avez mis ce sujet sur le tapis et que vous parlez des conditions apaisées, des conditions pour un scrutin apaisé. Donc pour moi, il n'y a pas encore exclusion. Et les différents acteurs en charge de l'organisation, c'est vrai que le chef de l'État a démontré que lui ne pourra plus rien faire puisqu'il est légaliste. Mais je pense également que ce sont des hommes qui ont voté ces tests-là, ce sont des hommes qui sont à la tête des institutions, qui sont en charge de l'organisation à divers niveaux de cette élection-là. Et il faudrait appeler à un moment donné à trouver des solutions palliatives pour passer le cap, pour que, oui, l'opposition puisse aller à ces élections. C'est vrai que ce ne sera pas peut-être toute l'entièreté de l'opposition, mais qu'une partie au moins de l'opposition puisse aller à cette élection-là pour que le jeu soit plus équilibré et plus intéressant, pour que les populations puissent jauger chacun sur ce qu'il veut apporter à ce pays-là. Vous savez, quand vous-même qui êtes là, quand on vous dit que vous devez concourir à un concours et que vous vous rendez compte qu'il n'y a pas de challenger, ce n'est pas intéressant. Mais quand vous vous rendez compte que, oui, il y a tel confrère ou telle personne qui participe avec telle production, vous avez l'envie d'engouement et vous avez envie de faire davantage pour pouvoir sortir la tête haute et montrer que vous êtes le meilleur. Et donc, je pense que oui, nous sommes à cette étape-là. Moi, je n'aimerais pas me mettre dans la position de ce que nous sommes en crise, nous sommes dans des difficultés, il faut menacer. Et c'est ce que j'essaye de faire au quotidien. Actuellement, tout le monde semble se focaliser sur l'absence probable des partis d'opposition à ce scrutin. Pour l'instant, chers confrères, on n'en est pas encore là et on espère qu'on n'en sera pas là. Parce que, vous savez, quand vous parlez de la sortie de l'opposition, je me dis qu'ils n'ont pas menacé. Ils ont montré leur volonté de participer véritablement à cette élection pour que le jeu soit plus intéressant. Donc, on ne va pas dire que cette opposition a menacé, même si dans l'analyse de ces propos qu'ils ont tenus,
il y a des mots forcément. Vous savez, quand vous êtes un peu frustré, des fois vous utilisez des termes, vous allez vite en besogne et après, mais après le mal est déjà fait parce que nous, hommes de médias, on a déjà peut-être diffusé l'information et c'est parti. Et c'est pour cela que j'aimerais que tout un chacun d'entre nous, on puisse revoir les thématiques, que les acteurs politiques ne nous fassent pas peur. Je l'ai dit depuis quelques jours sur ce plateau, il faudrait que les acteurs politiques ne nous fassent pas peur à nos populations qui devons aller les choisir pour ce scrutin législatif-là. Parce que vous savez, quand vous martelez tout le temps que ça ne va pas, qu'il y a problème, ça finit par ne pas aller et le problème finit par surgir. Et donc, les grandes personnes disent qu'avant de sortir un mot de la bouche, il faut pouvoir tourner la langue plusieurs fois. Malheureusement, c'est vrai que c'est difficile pour nous, journalistes, dans l'exercice de nos fonctions, de nous faire toujours comprendre quand nous disons à nos invités ou à ceux qui sont en face de nous, de pouvoir aller posément à leurs propos sans pour autant alarmer nos populations. Mais je pense qu'ils ont intérêt à comprendre. C'est vrai que c'est toujours douloureux quand vous vous rendez compte que c'est toujours sur des questions politiques qu'on a toujours des situations comme ça dans ce pays. C'est toujours difficile. Et on dirait qu'on n'avance pas. Le serpent se mord par la queue. On fait toujours le même éternel recommencement. Et chaque fois, c'est la même chose. Et pourtant, chaque jour que Dieu fait, on revoit les tests, on change les stratégies, on adopte de nouvelles positions. Et pourtant, le Bénin est toujours là. C'est vrai que c'est normal pour moi qu'une mission viennent au Bénin pour pouvoir écouter les différents acteurs. Mais je pense que chaque acteur gagnerait à être plus conciliant, à trouver la bonne mesure, à ne pas penser à « j'ai raison et je ne démords pas » parce qu'on n'en a pas besoin. Dans un dialogue, il faut que chacun apporte ce qu'il a de mieux et que la personne montre sa bonne foi, que l'autre aussi montre sa bonne foi et qu'on trouve un terrain d'entente. Parce que vous savez, un foyer de tension au Bénin, ça n'arrangera personne, encore moins nous qui sommes dedans, qui vivons dans ce pays, qui travaillons dans ce pays et qui ne mourront que par ce pays. Donc il faudrait que chaque acteur puisse revoir sa position. On ira aux élections législatives au moment où on le décidera. S'il faut revoir le calendrier, on reverra le calendrier. S'il faut réduire, je ne sais pas, la date de campagne électorale, on réduira, mais on trouvera forcément une solution parce que je sais que tout un chacun des Béninois, à quelque niveau de responsabilité que nous soyons, nous avons cette responsabilité et nous savons que nous avons des jeunes derrière nous, des enfants derrière nous, qui comptent sur nous, qui nous regardent et qui ne veulent pas que nous mettons son pays à feu et à sang. Dominique Niaoué, quelle est alors la responsabilité des partis politiques pour la préservation de la paix? Oui, ayant l'habitude de dire que la paix, ce n'est pas un mot, mais c'est un comportement. Mais moi, j'ai toujours l'habitude de dire, qui veut la paix, prépare la paix. Qui veut la paix, ne prépare pas la guerre. Je voudrais revenir sur un fait. Il y a quand même une partie de l'opposition dans la course. Ça, il faudrait le souligner d'abord. Maintenant, l'autre partie de l'opposition qui aujourd'hui n'a pas pu avoir son certificat de conformité et n'a pas pu déposer le dossier à la Sénat. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est là le problème. Il y a les dispositions ou les traités de la CEDEAO qui stipulent que on ne saurait modifier des lois électorales 6 mois avant le scrutin. Voilà qu'aujourd'hui, le Bénin se retrouve dans un imbroglio. Oui. Ok. Environ un mois, voilà. On va le dire, du scrutin. Et il y a une mission de la CEDEAO qui se déroule actuellement au sur notre territoire. Oui. Nous attendons bien les conclusions ou les recommandations que cette mission fera. Parce que tout récemment, il y a de cela 3 ou 6 mois, nous avons quand même connu ce cas via notre voisin d'à côté au Togo, où comme il y a eu cette mission, mais finalement le parti uni est allé aux élections et rien ne s'est passé. Donc ce n'est pas au Bénin que la CEDEAO viendra donner des injonctions, je ne crois pas. Maintenant, une sortie de crise. D'abord, il n'y a pas crise. Il n'y a pas crise. Il faut se poser la question de savoir si cette partie de l'opposition nourrit réellement l'envie d'aller aux élections. Parce qu'il y a plusieurs clans de l'opposition. Il y a d'abord une partie qui n'est même pas allée déposer les dossiers, mais qui dit qu'il n'y aura pas élection sans elle. Il y a une autre partie qui n'a pas de certificat de conformité, qui allait déposer le dossier. Et il y a maintenant une partie qui serait déjà dans la course avec un certificat, mais qu'on ne trouve pas comme un parti d'opposition. Bon, je ne sais pas l'instrument. J'ai assez résumé la situation. Je ne sais pas l'instrument par
par lequel les gens mesurent ou certifient que ce parti n'est pas de l'opposition. Dès la création, le monsieur a dit « Je suis de l'opposition ». On n'a pas à douter. D'abord, il a été pendant 10 ans du régime, c'est-à-dire un des leaders du régime de fait. Il se déclare de l'opposition. Les gens disent non, toi tu n'es pas de l'opposition, je ne sais pas pourquoi. Maintenant, l'autre parti qui n'a pas pu obtenir son certificat de conformité est allé déposer son dossier. On sent quand même que ce parti nourrit l'envie d'aller aux élections. Mais peut-être aussi la Sénat devant une situation peut-être délicate. Voilà. Maintenant, l'autre parti dit, moi je ne vais pas déposer. Et il n'aura pas élection sans moi. Oui. Maintenant, ils veulent faire quoi? Ils veulent intimider qui? Les Béninois, le gouvernement ou les institutions en charge de l'organisation des élections. On appelle chaque fois à violer nos lois, nos textes que nous nous sommes librement donnés. Ce n'est pas possible. C'est pas on appelle, hein, c'est la classe politique qui appelle. Voilà. C'est vous. Cette classe politique, cette partie de la classe politique, il faudrait lui dire la vérité. Vous savez, au Bénin, on parle de génie béninois, Et ce génie fait arriérer le pays. Depuis 1960. Oui, comment peut-on comprendre qu'on a dit il y a compétition. D'autres sont allés déposer les dossiers. D'autres n'ont pas déposé. Ils ont eu à rencontrer le chef de l'État. Le chef de l'État a dit, ce que vous allez faire, c'est de corriger les imperfections qui figurent dans vos dossiers et d'aller déposer. Mais ils ont quitté le chef de l'État à 1h du matin, ils sont allés organiser une conférence de presse. Le temps là qu'ils ont mis pour organiser une conférence de presse, ils auraient pu mettre ce temps à profit pour aller corriger les imperfections qui figurent dans les dossiers. Ça prouve en réalité que ceux-là ne veulent pas aller aux élections. Ils ont peur de la compétition. Et ils sont dans un dilatoire qui ne dit pas son nom. Mais là, vous employez plusieurs mots à la fois qui sont peut-être très graves. Mais alors, justement, elle posait la question de savoir quelle est la responsabilité des partis politiques. Vous, vous êtes un acteur politique. On a vu certains mouvements de protestation, des gens ont bloqué des voies inter-États avec des banderoles qui font état de ce que ce seraient des partis politiques qui en seraient à la base. Jusqu'à présent, ces partis n'ont pas dénié la chose, mais n'ont pas aussi assumé publiquement. Alors, dans ce contexte, on a aussi commencé, je vais peut-être donner la parole à Joseph là-dessus tout à l'heure, mais on a commencé à voir déjà certains actes de violence. On va beaucoup plus mettre l'accent avec lui. Mais justement, que font les partis politiques dans un contexte pareil? Vous savez, nul passé ne mérite d'être revécu. Si à chaque fois, il faut faire descendre, il faut monter des gens qui vont descendre dans la rue, brûler la voie publique, détruire les édifices publics, ça n'arrange pas et ça ne nous avantage guère. Moi, je les appelle des hors-la-loi. Et nul n'est au-dessus de la loi. Soyez pas si sévère. C'est quand même des Béninois. Maintenant, vous demandez quelle est notre responsabilité. Oui. Nous, au niveau de l'Union progressiste, nous avons joué notre partition. Nous avons déposé. D'abord, nous sommes allés à un congrès constitutif. Nous avons déposé nos dossiers, nos statuts et règlements au ministère de l'Intérieur. Dans un premier temps, le ministère a fait des observations que nous avons corrigées. Nous sommes allés déposer à nouveau. Nous avons satisfait aux observations du ministère. On nous a délivré un certificat de conformité provisoire. Oui. Ainsi de suite. Justement. Nous avons fait tout le parcours. Oui, nous sommes allés déposer à la Sénat. À la Sénat. Oui. Maintenant, nous attendons la Sénat. D'accord. Très bien. Joseph Bobo, je commençais déjà à en dire un mot tout à l'heure. En 1990, le président du Présidium de la Conférence nationale des forces vives de la nation, Monseigneur Isidore de Souza, déclarait, et tout le monde le sait, qu'aucun bain de sang ne nous éclabousse et ne nous emporte dans ses flots. Et justement, en 2019, le sang a commencé à déjà couler. Je parle de Kilibo notamment. Est-ce que cela présage d'une mauvaise augure pour les élections du 28 avril? Nous ne devons pas prier pour ça et nous ne devrions pas accepter que cet état de choses perdure. Pour la simple raison que
lorsqu'il y a ces actes de violence commencent par se faire observer, ils débouchent généralement sur des tragédies. Il y a certains de nos compatriotes qui ont été blessés dans ces actes de violence. Certains qui ont perdu la vue. Et quand vous suivez très bien, il y a eu un cadavre qui a circulé qui n'était pas un cadavre du jour. C'était un cadavre d'une autre histoire. Et donc, beaucoup n'ont pas compris que ce cadavre ne faisait pas partie de la tragédie du jour. Oui, mais parce que des personnes ont voulu. Parce que certainement, certaines personnes ont eu cette image-là et donc l'ont propagée sur la toile. Et ça a, disons, embrasé tout le pays. Mais si on en revient à la question, à savoir est-ce que si ces actes de violence ne présagent pas d'une mauvaise augure, vous le disiez tantôt, il n'est pas à souhaiter que ces actes-là perdurent parce que les leaders d'opinion doivent, certainement les leaders des formations politiques, notamment de l'opposition et de la mouvance, doivent pouvoir appeler leurs militants et sympathisants à beaucoup de retenue, à beaucoup de calme, à beaucoup de sang-froid, afin que les voies légales soient utilisées pour faire entendre raison peut-être aux institutions en charge de l'organisation des élections ou pour aller à un consensus national autour du scrutin du 28 avril prochain. Je le dis parce que ce que nous voyons, si vous n'avez jamais vécu ce genre de situation-là, ce que nous voyons simplement, que nous banalisons peut-être, pourrait amener quelque chose de plus grand. Qu'est-ce que j'allais dire? Les petits actes de violence que nous observons ça et là pourraient déboucher à de grandes tragédies si les leaders d'opinion n'arrivent pas à retenir entre griffes leurs chiens. Parce que dès qu'ils sont lâchés, les militants et les sympathisants n'arrivent plus à écouter leurs leaders. Et quand ils n'arrivent plus à écouter les leaders, ça peut donner lieu à toutes sortes de tragédies, à toutes sortes d'actes de violence. Et des innocents pourraient y perdre leur vie. Et il venait de dire que la guerre, c'est le massacre de ceux qui ne se connaissent pas au profit de ceux qui connaissent, mais qui évitent de se faire massacrer. Disons que ces leaders d'opinion doivent pouvoir faire pression sur leurs militants, sur leurs sympathisants, afin qu'aucun acte de violence ne maille l'organisation ou les préparatifs du scrutin du 28 avril prochain. Parce qu'on peut savoir quand est-ce que ça a commencé, mais personne ne peut augurer de ce que ça pourrait devenir au bout de quelques heures, au bout de quelques jours. C'est vrai que si nous observons les populations, les militants, les sympathisants, on a comme l'impression qu'il y en a qui se sentent légers parce que leurs formations politiques ne vont pas participer aux prochaines élections législatives, mais je crois que ces populations n'ont pas, disons, toutes les informations relatives à l'organisation préparative de ces élections-là. Si les populations, les militants, les sympathisants avaient toutes les informations, je crois que beaucoup allaient faire preuve de retenue et éviter que ces actes de violence se produisent dans leur localité. C'est déplorable, mais il faut que déjà les acteurs politiques, à quelque niveau qu'ils sont, s'immiscent dans cette affaire-là et évitent que les militants descendent dans les rues pour commettre de ces actes de violence qui n'honorent pas du tout notre pays, notre démocratie. Léa Glago, quel devrait être le rôle de la société civile? Vous allez permettre, chers confrères, avant d'arriver au rôle de la société civile, d'insister sur le rôle des acteurs politiques. Les acteurs politiques ont une très grande responsabilité, une trop grande responsabilité, et apparemment, ils en ont conscience et ils en profitent pour manipuler les populations. Et c'est vraiment dommage. Vous savez, c'est vrai que peut-être vous n'avez pas la chance d'avoir pu déposer vos dossiers et que peut-être vous n'êtes pas encore dans la course provisoire, vous n'êtes pas encore dans la course ou que vous ne serez pas dans la course, quelles que soient les circonstances. Mais je pense que c'est ce qu'on dit, c'est le compte rendu qu'on va faire aux sympathisants, aux populations, aux militants qui créent tout ce désordre qu'on a eu. Et moi, je me dis, face à une classe politique qui n'est pas assez responsable pour prendre en charge toutes les conséquences de la manipulation qu'elle fait,
les populations doivent se reprendre et devenir plus responsables. Une élection, c'est juste une étape dans la vie d'une démocratie, c'est juste une étape dans la vie d'un pays, et ça va passer. Et ces mêmes acteurs vont se retrouver. La preuve, des fois, quand ils se chamaillent sur nos plateaux, dans le couloir après, c'est des gens qui se tapotent, rigolent, et qui sont les plus heureux du monde. Oui, ils finissent de se crier sur le plateau, mais à la fin de l'émission, ils s'embrassent, ils se taquinent, ils continuent la vie. Les 83 députés ont une certaine familiarité à s'aborder. C'est ce que les populations ne savent pas. Oui. Et malheureusement, ce qui est pire, au moins sur un plateau de télé, encore on peut voir les expressions du visage et tout ça, mais dans les plateaux de radio, vous avez de ces acteurs-là qui font ceux qui sont brimés, mais malheureusement, quand vous vivez dans le studio avec eux, vous vous dites, mais ces personnes-là s'amusent. Et malheureusement, nous-mêmes, en tant que population, on s'y prend au jeu. Moi, j'invite les populations à être plus responsables. Combien sommes-nous aujourd'hui à gagner le SMIC? Combien sommes-nous aujourd'hui à manger à notre faim pour aller nous mettre dans la rue, pour aller nous faire tabasser, pour aller créer du désordre sur la voie publique, pour subir les rigueurs de la loi, alors qu'on a des familles à la maison, qu'on est sorti pour dire « Maïboa, je reviens, je vais travailler, je reviens ». Et vous allez vous mettre dans des situations pas possibles. Et après, on apprend telle personne a été attrapée par la police, telle personne est dans... alors que vous avez dit « je vais travailler ». Je pense qu'on doit être plus responsable. L'élection ou une élection, c'est un passage obligé, certes, mais c'est juste un passage. Et la vie continue. Et chacun va continuer par porter sa croix chaque jour, par aller travailler, par pouvoir subvenir à ses besoins. Et donc, si les acteurs politiques ne veulent pas être responsables, c'est à nous, population, d'être encore plus responsables. Et vous savez, c'est douloureux de le dire, mais nous qui sommes du monde des médias, et malheureusement aujourd'hui, ça s'est élargi avec l'Internet. Et ces personnes qui utilisent aujourd'hui les réseaux sociaux pour écrire n'importe quoi n'ont pas encore compris leur responsabilité. Ils pensent que c'est seulement nous, journalistes, qui avons une responsabilité, alors qu'eux aussi, ils ont une responsabilité. Vous savez, quand vous écrivez n'importe quoi sur n'importe qui, n'importe comment, vous n'avez pas conscience ou idée de tout ce que vous faites comme mal à cette personne ou tout ce que vous suscitez comme tension. Mais malheureusement, j'ai l'impression que le Béninois aime toujours qu'on l'oppresse avec l'application des tests avant de comprendre qu'il y a des limites à ne pas franchir. On dit que la liberté des uns s'arrête là, celle des autres commence. Donc ça veut dire que oui, vous êtes frustré. Vous avez le droit de dire que vous êtes frustré. Les personnes averties, qu'est-ce qu'elles font? Elles saisissent les juridictions pour demander qu'on puisse leur expliquer. C'est vrai que le temps est assez court, mais pourquoi ne pas opter pour des moyens véritablement légaux que d'aller dans tous les sens? Vous savez, c'est douloureux. Depuis que nous avons commencé ce processus-là, vous vous rendez compte que chacun écrit n'importe quoi, n'importe comment. Et vous voyez, quand ces personnes entreront, qu'on va les prendre et qu'on va dire, c'est telle personne qui a commandité cela. Vous voyez, c'est ce qu'on disait ça. Ils ne veulent pas. Alors que vous avez conscience. Les gens pensent souvent que le code du numérique, là, que c'est pour nous, acteurs des médias, ce n'est pas pour nous seuls, c'est pour toute la population béninoise. Et on peut tomber sous le rigueur de cette loi-là. Donc je pense que nous devons être plus responsables. Ces acteurs politiques, à divers niveaux, puisque moi, je ne mets pas l'opposition de côté. Parce que vous savez, dans le rang de la mouvance, il y a des gens également qui ont d'autres problèmes. C'est vrai qu'ils ne parlent pas, peut-être pas de discipline de groupe, je ne sais pas. Mais ils ont également leur réalité propre. Et ils ne parlent pas des frustrations, ils en ont plein. La dernière fois, je vous ai dit ici que nous allons peut-être passer le cap du certificat de conformité et que viendra le cap de paiement de la caution. Donc, et avec les difficultés financières actuelles, vous voyez, il y a tellement de problèmes. Mais je pense qu'à des moments donnés, il faut prendre le temps d'avaler sa salive, de respirer un coup avant de réagir. Parce que souvent, quand vous réagissez sous le coup de la passion, comme nous le voyons aujourd'hui, à quelque niveau que ce soit, quand il y a trop de passion, la raison disparaît. Et quand la raison disparaît, on va dans tous les sens. Et donc, nous avons tous, chacun d'entre nous, une responsabilité. Et là, j'ai parlé de vous me demandiez, qu'est-ce que les acteurs sociaux pourraient faire? Oui, avant de revenir sur cette question, j'aimerais juste prendre l'avis de l'acteur politique Dominique Niawé. Dites-nous, quel serait le rôle que feraient en temps normal les citoyens pour avoir un scrutin apaisé? Les citoyens eux-mêmes. Eux-mêmes. Parce que vous êtes acteur au cours de vos séances de mobilisation. Quel message vous délivrez à vos sympathisants? Oui, je crois déjà qu'à la date d'aujourd'hui, tous les citoyens béninois ont pu avoir les cartes d'électeurs. Oui.
qu'est-ce qu'il reste à faire? Ils attendent que la Sénat lance officiellement les campagnes. Et ils suivent les acteurs politiques. Chacun vient avec ses arguments, ses projets pour la législature prochaine. Et puis, ils choisissent. Et le 28 avril, ils se rendent dans les urnes pour aller voter et ils se retournent chez eux pour attendre que les institutions habilitées à donner les grandes tendances ou à proclamer les résultats le font en temps opportun. Ça, c'est l'idéal. Actuellement, on lit sur les différents réseaux sociaux que oui, si tel parti ne participe pas, on verra ce qu'on verra, ainsi de suite. Vous avez l'impression qu'on a une population trop émotive? Trop passionnée. Trop passionnée, d'accord, mais trop émotive, non. Vous savez, d'abord, je profite pour lancer un appel à notre population qu'il y a des accidents où il n'y a pas de survivants. Quand il y a crash, des fois, souvent, il n'y a pas de survivants. Donc, si nous pensons à nos familles, à nos enfants, à nos parents, nous devons mettre dans notre tête qu'il y a des accidents où il n'y a pas de survivants. Et quand il y a crash, tout le monde peut en partir. Donc, alors, ayons de la retenue. De la retenue. Sénateur Grago. Oui, pour parler donc du rôle des acteurs sociaux que nous sommes, puisque nous faisons partie de la société civile, notre responsabilité est aussi entièrement engagée parce que nous devons continuer à sensibiliser, nous devrons continuer à apaiser nos populations et nous devons demander en retour que ces populations puissent nous écouter parce que des fois vous parlez, vous faites ce qu'il y a lieu de faire, mais les populations ne vous écoutent pas, au contraire, les populations vous attaquent, vous prennent en étau et pensent que c'est vous qui êtes les mauvais. En fait, il ne s'agit pas de savoir qui est mauvais, qui est bon dans ce processus que nous amorçons. Il s'agit surtout de voir ce qui est bon pour le pays et ce qui est bon pour nos populations et nos familles. C'est très important. Je nous inviterai encore à plus de retenue également dans tout ce que nous faisons. C'est vrai que des fois, vous n'avez d'autres mots que d'utiliser le mot des acteurs politiques, mais si nous pouvons faire l'effort de trouver d'autres mots pour exprimer ce que ces acteurs frustrés expriment, ce serait également bien puisque c'est une question de responsabilité. Mais j'invite également à plus de retenue, pas seulement les citoyens en général, mais ces personnes-là qui sont aujourd'hui très actives sur les réseaux sociaux et qui écrivent parce qu'il faut écrire. On n'écrit pas pour écrire. Quand vous écrivez, on dit ce qu'on dit, ce qu'on pense est sacré. Quand vous sortez quelque chose de vous, c'est quand même quelque chose que vous déversez. Et ça a tout un poids, ça a tout un sens. Donc, il faut savoir raison garder à des moments donnés parce que ce n'est qu'une compétition. Le 28 avril ou quelques dates que les autorités en charge de l'organisation de cette législative ont choisi, cette date va passer. Ceux qui veulent aller siéger à l'Assemblée nationale vont siéger. Ils vont oublier même que nous avons eu à faire des violences, ou que nous avons eu à nous insulter, ou que nous avons eu à nous brimer, ou que nous avons détruit des vies, ne serait-ce que parce que nous écrivons sur les réseaux sociaux, parce que nous disons aujourd'hui que nous avons la liberté d'expression. Il faut savoir raison garder. Tout le monde doit avoir la retenue. Et c'est ce que je dis, les acteurs politiques doivent être des exemples pour nous. Parce que vous allez à l'Assemblée nationale, c'est pour nous défendre. Si vous nous apprenez déjà à agir n'importe comment, n'importe quand, je ne sais pas comment vous irez agir à l'Assemblée nationale. Quand même, parce qu'à l'Assemblée nationale, c'est encore plus houleux que ce que nous faisons ici dans la vie simple. C'est des débats très houleux. Il faut défendre son point de vue. Il faut pouvoir faire passer. Et donc, si vous n'avez pas un peu de retenue, vous aurez beau avoir de bonnes idées. Ceux qui ont la manière de le faire vont prendre le dessus et peut-être votre bonne idée va passer à côté, ne sera même pas connue. Donc, tout un chacun d'entre nous devons faire preuve de responsabilité, de retenue, d'amour pour ce pays, parce que le pays ne peut être en paix pour que nous, on puisse vaquer à nos activités et qu'on puisse le développer. Voilà, Joseph Gbogbo, faut-il que les confessions religieuses interviennent? Forcément, parce que là où nous en sommes, c'est que nous sommes arrivés non seulement à un point de non-retour, mais le point de non-retour s'est refermé sur lui-même et donc on n'arrive pas à bouger. Et comme on n'arrive pas à bouger, que toutes les voies légales sont en train d'être épuisées, je crois qu'il faut forcément que les autorités religieuses, les autorités morales commencent par intervenir ou carrément interviennent pour essayer
de huiler un peu le système afin que nous puissions avancer. Et qu'ils interviennent sans parti pris. Qu'ils interviennent bien évidemment sans parti pris, parce que là où nous en sommes, ces autorités, elles seront en présence de deux acteurs qui n'arrivent pas à s'entendre sur l'essentiel, et donc il faut les amener à pouvoir s'entendre afin que ce ne soit pas les populations qui en pâtissent. Moi, j'observe que dans notre pays, c'est seulement autour des postes politiques électifs et nominatifs qu'il y a toujours problème. Vous savez, en cette période, on parle de recensement national des artisans, mais ça n'intéresse pas les acteurs politiques de notre pays. Le développement du sport, le développement de la culture, le développement des différents domaines n'intéresse nullement nos acteurs politiques. Malheureusement, ce qui les intéresse surtout, c'est la guerre autour des postes électifs et nominatifs. Et donc, ces acteurs politiques nous donnent l'impression qu'ils ne sont intéressés que par leur survie politique. Ils ne sont intéressés que par leur, disons, évolution sociale. Leur intérêt ne se trouve pas dans le développement des différents domaines qui pourraient faire en sorte qu'il y ait un développement intégré de tout le territoire du Bénin, de toutes les disons, professions que nous avons, de tous les corps de métier que nous avons, parce que lorsque vous suivez un peu les débats qui sont, elle l'a rappelé, houleux à l'Assemblée nationale, c'est toujours autour des lois électorales, c'est toujours autour des lois à caractère politique. Et donc, parce qu'ils ne sont que dans ça, on est obligé d'appeler les autorités morales et religieuses à venir les départager afin que nous n'en pâtissons pas. Parce qu'un chef de famille ou un père de famille ou une mère de famille qui perd la vie dans une violence électorale, ça peut détruire cette famille-là pour toujours, pour la vie. Les enfants pourraient ne plus jamais évoluer convenablement ou raisonnablement comme il se doit, parce que justement, ils ont perdu leur père ou leur mère dans une violence électorale, alors que celui au profit de qui on a enregistré cette perte en vies humaines pourrait se sucrer largement, que ce soit à l'Assemblée nationale que dans l'appareil d'État. Et donc, il faut que les autorités morales interviennent du coup pour nous permettre de pouvoir avancer. Voilà. Dominique Niawé, votre opinion sur la question? En 30 secondes, je vous prie. Oui, les autorités religieuses et morales doivent intervenir. Je suis d'accord, oui, mais dans le strict respect des textes et lois que nous nous sommes librement donnés. Qu'ils amènent les uns et les autres à respecter les lois de la République, et ainsi nous pouvons regarder dans la même direction. D'accord, Léa Glago. Je pense que c'est vrai, les autorités morales et religieuses doivent intervenir. Et comme je le disais tout à l'heure dans l'intervention de mon confrère, sans parti pris, oubliant peut-être leur position politique, parce que tout le monde a une position politique, mais oubliant cela et en ne pensant qu'au bien-être du pays. Quand nous le disons, ce n'est pas que nous pensons que ces autorités morales-là ont de mauvaises positions, mais parce que nous comptons sur ces autorités. Et ces autorités ne doivent pas parler seulement qu'aux acteurs politiques. Ces autorités morales doivent conscientiser davantage les populations à comprendre que nous n'avons pas intérêt à ce que ça aille dans tous les sens. Nous avons intérêt au contraire à nous apaiser, à nous calmer, à faire preuve de retenue, à être plus responsables et à ne pas nous laisser entraîner dans le jeu des acteurs politiques, parce que j'insiste, et nous l'avons martelé tout au long de cette émission, c'est des personnes après qui oublient qu'elles sont en compétition, qui se rigolent après entre eux, et donc on n'a pas intérêt à nous laisser emporter. Non, et pour que votre phrase que vous avez rappelée de Monseigneur de Souza, qu'aucun bain de sang ne nous éclabousse. Nous n'avons pas intérêt à ce que ça arrive, et nous devons prendre nos responsabilités. Oui, vous voulez dire quelque chose? Oui, en fait, je voulais rappeler que nous n'avons plus d'autorité morale
dans le pays. Nous n'avons que des autorités religieuses. Ah, d'accord. Ok, merci beaucoup, chers invités. Merci. Merci beaucoup. Ils ont leur position. Non, merci beaucoup à vous. Les deux Merci. anciens chefs d'État que nous avons encore oubliez-les. Non. Merci d'être passé, maître. Merci Monsieur Yahweh, n'allez pas là-bas. Merci d'être passé sur cette émission. Joseph Gbogbo, directeur de publication Le Devoir, merci d'être venu. Également Léa Glago, rédactrice en chef de Radio Tokba, merci d'être passé. Contente de répondre à l'appel de la République. Dominique Niaoué, vous êtes acteur politique et membre. Merci beaucoup d'avoir été sur ce plateau, chers invités.